Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI. Ravi de vous retrouver. Notre invité ce dimanche, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle, président du Rassemblement National. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger ce dimanche. Ruth Elkrieff, bonjour. Bonjour Marie, bonjour. Et puis François Langlais, bonjour pour notamment la partie économique. Une émission, je vous le rappelle, à suivre également en direct sur tous les réseaux sociaux, TF1 Info. Énormément de sujets à aborder avec vous aujourd'hui, Jordan Bardella. Mais d'abord, la loi immigration, le gouvernement qui continue encore et toujours d'essayer de trouver un accord sur son projet de loi. Une nouvelle réunion aura lieu ce soir autour de la Première ministre et des députés LR. La commission mixte paritaire se réunit demain, on le rappelle, pour nos téléspectateurs. 7 députés, dont un Rassemblement National, 7 sénateurs. Les écologistes ont demandé hier à ce que les débats de cette CMP soient publics, retransmis en direct pour plus de transparence. Ils disent aujourd'hui que ce projet de loi affectera directement la vie de milliers de personnes. Est-ce que le Rassemblement National se joint à cette demande de cette transparence des débats qui se déroulent la plupart du temps à huis clos ? Oui, la transparence des débats, surtout sur une question aussi existentielle que l'immigration qui engage l'avenir et l'identité de nos concitoyens. Leur sécurité, leur modèle social m'apparaît évidemment aller dans le bon sens. Maintenant, moi, j'aimerais dire aux Français qui nous écoutent que peu importe l'issue de cette commission mixte paritaire, ça ne changera rien sur la politique d'immigration en France qui est conduite depuis 30 ans, que ce soit sur l'adoption de la version du Sénat ou que ce soit sur simplement un renoncement. On va revenir précisément, mais juste, vous dites qu'aujourd'hui, rendre public ces débats, c'est une bonne chose, et vous demandez à la présidente de l'Assemblée à ce que ça soit retransmis en direct. Moi, je ne cache pas mon positionnement sur l'immigration, les Français le connaissent. Bon, par contre, les Français ne connaissent pas toujours le positionnement du gouvernement sur l'immigration, et je note que là, sur un sujet... Ça aurait été mieux d'avoir un débat. Comme celui-ci, on est là au cœur du « en même temps ». Or, on ne peut pas faire de en même temps sur l'immigration. C'est-à-dire qu'à la gauche, M. Darmanin vante la régularisation des clandestins, cet article 3 qui est devenu 4 bis dans la version du Sénat. À la droite, ils vantent des mesures en façade, de petits contrôles de procédures administratives. Et on est là au cœur d'un texte qui va aggraver l'immigration dans notre société, qui ne considère pas cette politique et ce phénomène comme un problème, mais comme un projet. Et s'agissant des débats, il y a eu 45 heures de débat en commission. À un moment donné, la démocratie, c'est le vote. Or, je pense que s'agissant de ce texte de loi, ce texte, il est nocif pour les Français. Et moi, je me réjouis que les députés du Rassemblement National aient empêché l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale lundi dernier, parce que, encore une fois, nous avons protégé les Français de cette introduction dans le droit français, de cette prime à l'illégalité, de cette régularisation des travailleurs clandestins, qui fait qu'on va envoyer un message cataclysmique aux gens qui veulent venir en France, à savoir, venez en France, violez les lois de la République, vous obtiendrez des droits. Je pense que cet article 3 devenu 4 bis ouvrirait dans notre société la plus grande filière d'immigration depuis le regroupement familial. Alors, avec François, vous allez revenir sur ces fameux articles parce qu'il est effectivement précis, il a été précisé par le Sénat. Mais quand on voit dans les sondages le nombre de Français qui attendent justement des mesures sur l'immigration, qui attendent ce projet tel qu'il a été plus ou moins alors durci par le Sénat ou avec un certain nombre de mesures, on se dit il vaut mieux quelque chose tout de suite que rien rapidement, ou de vagues projets de référendum qui vont prendre beaucoup de temps, ou une proposition de loi que vous faites mais qui ne sera pas adoptée. Enfin, c'est rien sinon. Donc vous me demandez de mentir aux Français. Parce que si je dis aux Français, on vote ce texte de loi, il réglera la politique d'immigration, je leur mens. Or, j'ai pas envie de leur mentir. Et l'immigration aujourd'hui, qui représente le plus grand défi qui va se poser à notre société, ne pourra pas être réglée si on ne passe pas par référendum. Pourquoi ? Parce que l'État français contrôle aujourd'hui 1/3 de sa politique d'immigration. Le reste est entre les mains des juges, de jurisprudence européenne et de jurisprudence internationale. Tant qu'on ne rend pas le droit français en matière d'immigration et de sécurité, sous la forme d'un opt-out à la danoise, en passant, je veux dire, en inscrivant dans la Constitution française la supériorité du droit français sur toute autre règle internationale. Pourquoi vous avez besoin du référendum ? Parce qu'il faut modifier la Constitution, monsieur Langlais. Je vous donne un exemple très simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire par référendum, et votre programme, il est clair. On vote pour vous, on ne vote pas pour vous, mais on sait à quoi on s'attend. Monsieur Langlais, vous savez que pour modifier la Constitution, il faut soit réunir les 3/5 du Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis
au Parlement, à Versailles, au Congrès, soit par la voie du référendum. Nous souhaitons utiliser la voie référendaire. Et d'ailleurs, je pense à titre personnel qu'on ne devrait pouvoir toucher à la Constitution française, non seulement que d'une main de velours, mais que par l'intermédiaire du référendum. Tant qu'on ne fait pas ça, on sera condamné à être pieds et poings liés entre les mains de jurisprudence. Je vous donne un exemple très simple. Option exclue par le président de la République. Je vous donne un exemple très simple. La France, qui a procédé pour une fois, qui a mené à son terme une obligation de quitter le territoire français d'un Ouzbek qui a été expulsé en Ouzbékistan, qui n'avait rien à faire sur le sol français. Il a été, pour une fois, expulsé. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à récupérer ce type qui a été rapatrié en Ouzbékistan, de le ramener sur le sol français. C'est une décision de justice. Gérald Darmanin a dit qu'il ne le ferait pas et qu'il se prêterait à des amendes de la Cour européenne des droits de l'homme si c'était... Propos du ministre de l'Intérieur, qu'importe les décisions des uns et des autres, nous allons tout organiser pour qu'ils ne puissent pas revenir. Donc, on peut quand même s'en réjouir. Merci, donc il nous donne raison. Le seul problème, c'est que là, on fait d'un petit cas minoritaire une majorité. Je vous rappelle que la majorité aujourd'hui, c'est que 95% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Et que la France n'applique que 6% des obligations de quitter le territoire français d'après la Cour des comptes. Ce qui veut donc dire qu'en France, tout le monde rentre, mais personne ne sort. C'est que la France ne se décide pas à exécuter ses OQTF. Mais ça n'a rien à voir avec elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une décision de justice française, européenne ou internationale qui nous empêche, manque de moyens, qui nous empêche de mener à terme. Il y a aussi évidemment l'application de ce texte dans les pays d'origine, on pourra y revenir. Mais voyez bien que tant qu'on ne met pas dans la Constitution française l'ensemble du bouclier juridique, politique, administrative, économique, pour se protéger d'une vague migratoire qui, je le dis aux Français, n'en est qu'au début du commencement. Parce que la population africaine va passer d'ici à 2050 d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Donc les vagues migratoires, elles n'ont pas encore démarré. Et moi, je pense que les Français ont un droit existentiel qui est celui d'être et de demeurer eux-mêmes au XXIe siècle. Donc je leur propose précisément de reprendre le contrôle et je leur dis la vérité les yeux dans les yeux, c'est que ce texte soit adopté ou non, il ne changera rien sur la politique d'immigration et que le seul moyen de le faire, c'est de faire ce qu'a fait le Danemark, c'est-à-dire de rendre son droit national supérieur à toute autre constitution. Et il faut le faire d'ailleurs sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons ce référendum. Alors justement, si on s'arrête sur cette proposition, quelle serait la question clairement posée par vous, votre parti, le Rassemblement national? Quels seraient les mots? Madame, vous avez deux options quand vous engagez un référendum. C'est soit de poser une question, vous avez raison, soit de soumettre un projet de loi qui est entériné de fait et de droit dans la Constitution française. Nous choisirons cette deuxième option. Nous avons un projet de loi qui est rédigé, qui a été travaillé avec des magistrats, avec des constitutionnalistes. Déposé au lendemain de la motion de Rangé. Hein. Non, c'est autre chose. C'est encore un autre... C'était le projet de loi de 2022, de la campagne électorale de Marine Le Pen, dans lequel il y a la priorité nationale. Exactement. Mais ça parce prend que ce texte combien de temps? Non, mais ça prend combien de temps pour les Français? Parce que les Français, ils ont un projet de loi qui peut être adopté mardi matin. Ok, voilà, mardi matin. Et vous nous dites, alors j'ai un projet qui date de 2022 qui pourrait passer avec une réforme de la Constitution dans plusieurs mois, après des discussions. Non mais ça c'est trop facile, madame. Pardon. Et vous allez vous retrouver en porte-à-faux avec vos propres électeurs qui veulent des mesures rapides. Non mais, vous pensez que nos électeurs, ils veulent l'ouverture d'une nouvelle filière d'immigration ? On va en parler. Vous pensez que les électeurs du Rassemblement national... La question portée sur la méthode. Ils veulent un texte de... Non mais attendez, moi d'abord je vous mets très au clair, je ne suis pas dans la majorité, je suis dans l'opposition. Donc par conséquent, je suis plus enclin à m'opposer à la politique de M. Macron qu'à soutenir sa politique. M. Macron et M. Darmanin, ils ont battu ensemble tous les records d'immigration depuis 2017. Nous accordons chaque année de manière légale l'équivalent en titre de séjour de la ville de Toulouse. Les Français qui nous écoutent doivent savoir qu'entre chaque année dans notre pays l'équivalent de la ville de Toulouse, premièrement. Deuxièmement, 900 000 clandestins sur le territoire. Ça, c'est une description. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous allez faire concrètement. Parce que c'est normal que vous nous expliquiez ce que vous considérez comme un danger. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que les Français veulent savoir, c'est est-ce que vous seriez capable réellement de régler ces problèmes? Or, en vous proposant un référendum sur un certain nombre de questions, donc priorité nationale, quota, bouclier constitutionnel contre le droit international européen, ça prend un certain nombre de mois et ça n'est pas efficace tout de suite. Moi, je ne comprends pas comment vous allez faire. Mais attendez, vous êtes en train de me... Excusez-moi, juste pour qu'on comprenne. Vous êtes en train de me reprocher de ne pas soutenir un texte de loi
qui va permettre la régularisation des travailleurs clandestins. Et donc faire venir des gens qui auront, merci la Cour européenne des droits de l'homme, droit au regroupement familial, et qui va permettre à ces gens-là de faire venir leur père, leur mère, leur fils, leur sœur. Tout ça a été élargi par Emmanuel Macron lors de la loi Collomb en 2018. Donc moi je suis en désaccord avec ce texte-là, donc je ne vote pas ce texte. Et en rejetant ce texte, je protège mes concitoyens d'une nouvelle filière d'immigration. Il peut y avoir en façade, je l'ai dit, il peut y avoir en façade quelques mesures qui accélèrent des procédures administratives. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en viens à votre remarque de tout à l'heure, qui est juste, Marine Le Pen a déposé, dès le lendemain de ce rejet à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui contient en fait les quelques mesures qui permettaient d'accélérer les procédures de renvoi et de traitement de l'immigration et qui vide le reste du texte de la régularisation des travailleurs clandestins. Moi, je vais vous dire, les Français savent ce que je pense de cette question. Et j'ai dit dès le départ que le Rassemblement national soutiendrait ce texte de loi s'il ne contenait pas la régularisation des travailleurs sans papier. Et j'ai dit très clairement que si ce texte de loi contenait la régularisation des travailleurs sans papier, alors mon mouvement politique et nos députés ne voteraient pas. Je veux dire, on a été les plus clairs. Sur ce point, justement, de la régularisation des travailleurs clandestins. Alors, on vous a bien entendu, vous ne voulez pas qu'elle s'opère. Vous arrivez au pouvoir, donc il y a quelques centaines de milliers de travailleurs clandestins aujourd'hui en France qui travaillent. 900 000, dites-vous, sur des évaluations... Qui violent la loi. Qui de facto violent la loi, mais travaillent. S'ils travaillent, c'est qu'ils remplissent une fonction, c'est dans la restauration, c'est parfois dans la santé, c'est dans la sécurité, dans la construction. Qu'est-ce que vous en faites de ceux qui sont en place et qui travaillent? Vous les expulsez? Si oui, par qui les remplacez-vous? Et de quelle façon procédez-vous pour que l'économie puisse continuer à fonctionner alors qu'aujourd'hui, et le cas est très documenté par ce qui s'est passé en Italie et au Royaume-Uni, qui ont dit exactement, mot pour mot, Madame Meloni et Monsieur Johnson, ce que vous dites, pour les mêmes raisons, et qui finalement se sont trouvés contraints de réouvrir les frontières parce que le pays ne marchait plus. Monsieur Langlais, le nombre de métiers en tension, dits en tension en France, on est autour de 350 000. Il y a une confusion qui est faite, pardonnez-moi, entre les travailleurs étrangers et les travailleurs étrangers illégaux. Moi, je vous parle bien des clandestins. Oui, d'accord. Sauf que dans les métiers en tension, quand on nous dit qu'on a besoin de nous ouvrir à des gens qui pourraient venir faire le service dans les restaurants, faire la plonge, etc., on parle de 6 ou 7 000 personnes. Oui. Le reste du contingent des gens qui occupent des métiers en tension, ce sont des étrangers en situation légale. Non, c'est bien davantage. Et non illégale. On parle des médecins étrangers qu'on a fait venir à cause du numerus clausus. On parle des soudeurs qu'on a fait venir des États-Unis parce qu'on a effondré les moyens qu'on donne à la filière nucléaire. Et la loi, c'est pas de cela dont je vous parle. Et la loi, Monsieur Langlais, permet qui souvent occupent des postes non qualifiés. Je vais vous répondre. La loi permet déjà aujourd'hui, le Code des étrangers, j'ai plus l'article, mais je pourrais vous le retrouver, je crois que c'est le 427-4, permet déjà d'octroyer un titre de séjour à quelqu'un qui viendrait en France occuper une fonction, un poste, une mission dont on ne disposerait pas. C'est pas de cela dont Pour les autres, j'applique la loi. Donc vous les expulsez? Bien sûr. Parce que ça veut dire que vous descendez dans les restaurants, vous contrôlez les papiers et au QTF. Donc on n'applique pas la loi. Non, mais oui, j'applique la loi. J'assume, Monsieur Langlais. Et vous entendez les appels de certains patrons qui disent qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre? Dans l'agriculture on va y venir, on va y venir sur les patrons. D'abord, j'applique la loi. Deuxièmement, Monsieur Langlais, l'immigration est utilisée pour faire peser à la baisse sur les salaires. Et en permettant de faire venir des gens qui ne respectent aucune des lois, aucune des règles qui sont posées par la communauté nationale, on permet en réalité de créer une concurrence déloyale et de peser à la baisse sur les salaires. Et vous le savez d'ailleurs sur la directive du travail détaché, lorsque dans un seul département, je vais y venir, lorsque dans un seul département... Comment fait-on pour remplacer ces gens-là? Je vais y venir. Où les trouve-t-on? Je vais y venir. On a le temps, non? Je crois qu'on a le temps. Alors, je vais essayer quand même oui, mais il y a beaucoup de questions, donc... Mais moi, j'ai beaucoup de réponses parce que la problématique est complexe. Et du coup, vous m'avez fait perdre le fil lorsque dans la directive du travail détaché, qui permet au niveau européen de faire venir des travailleurs essentiellement d'Europe de l'Est, à l'Ouest, et de leur faire payer les charges dans le pays de départ. Lorsque vous avez dans un département français une seule entreprise du BTP qui a recours au travail détaché, toutes les entreprises doivent s'aligner. Donc ça crée une concurrence déloyale. Je parle bien du travail clandestin. Troisièmement, alors quelle était votre question? Parce que comme vous me posez des questions, alors les patrons, que disent les patrons? Moi j'ai lu la déclaration commune. Vous n'avez pas répondu à la mienne, pardonnez-moi. Rappelez-lui.
Comment Oui, mais comme vous me posez 5 questions en même temps, c'est compliqué d'y répondre. Vous avez lu comme moi la déclaration commune. Tout ça converge. Comment faites-vous pour remplacer les clandestins que vous aurez expulsés? Vous avez lu comme moi la déclaration commune du MEDEF, de l'UDP et de la CPME. Ils disent quoi? Occupons-nous des 7% de chômeurs français avant d'aller chercher des travailleurs clandestins. Revalorisons les salaires dans un certain nombre de métiers. Parce que la vérité, c'est que ces métiers qui, par définition, sont des métiers en tension, des métiers difficiles, sont des métiers qui, après des décennies de politique d'immigration dans ces filières, qui a pesé à la baisse sur les salaires, eh bien, vous êtes contraints aujourd'hui d'aller chercher une main-d'œuvre bon marché, une main-d'œuvre moins chère. On a proposé une mesure très simple. On dit aux chefs d'entreprise, vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise. Vous donnez un petit coup de pouce sur certains de vos postes de 10%, ces 10% sont exonérés de cotisations patronales. Donc il y a des mesures volontaires à prendre pour améliorer la formation professionnelle, pour revaloriser les métiers manuels, pour former, pour donner un petit coup de pouce salarial à ces filières qui sont des filières sous-payées et mal payées. Mais on n'a pas essayé. Et vous voyez, moi je ne me résous pas, comme M. Lescure, à expliquer que dans les 10 prochaines années, il va falloir faire venir 100 ou 200 000 travailleurs étrangers. Que disent les patrons? Les patrons, ils disent, mais occupons, et d'ailleurs, y compris le MEDEF. Je ne sais pas si c'est hypocrite ou non, mais en tout cas, le MEDEF le dit. La CPME le dit. L'UDP, les entreprises de proximité le disent. Ils signent un communiqué commun en disant, occupons-nous des 7% de travailleurs français. J'ai entendu M. Le Maire cette semaine avoir, pardon, parce qu'on ne sait pas qui entendre dans ce gouvernement et qui écouter, mais avoir des réserves sur la mise en place de cet article 3 est devenu 4 bis, en disant on a 7% de chômeurs en France. Permettez-moi de vous rappeler que le taux de chômage des étrangers aujourd'hui en France, il est le double de celui des Français, des citoyens français. 14% pour les ressortissants étrangers, 7% pour les citoyens français. Donc, il y a une problématique qui est vraie, qui est aujourd'hui dans un certain nombre de filières, on a eu recours à des travailleurs étrangers. Je voulais citer l'exemple des médecins à cause du numerus clausus. Je vous ai cité l'exemple des soudeurs qu'on fait venir des États-Unis parce qu'on a affaissé les moyens de la filière nucléaire. C'est un petit peu différent. Oui, mais quand on dit métier en tension, on a un peu tendance à mélanger travailleurs étrangers qu'on a fait venir, faute de main-d'œuvre en France, et les travailleurs clandestins qui violent la loi. Moi, je ne conçois pas qu'on viole la loi sur le territoire de la République française, et je pense que, évidemment, l'État a une responsabilité en la matière. Jordan Bardella, essayons d'avancer, revenir aussi sur vos propos qui ont marqué cette semaine politique, de votre appel à la dissolution. On va y revenir, mais juste d'abord, pour clarifier votre position, demain, projetons-nous dans le temps, CMP, commission mixte paritaire, qui s'avérerait conclusive. Ce qui voudrait dire, au vu de la composition de cette commission, ce qui est probable, ce que vous considérez comme probable aujourd'hui, conclusive. Ça veut dire que c'est un texte plutôt à droite, des concessions et des compromis trouvés, moins à gauche. Que celui de l'Assemblée nationale. Quel sera le mot d'ordre donné aux députés du Rassemblement national mardi dans l'Assemblée nationale? Allez-vous voter ce texte? Si par exemple l'AME, comme l'a dit Gérald Darmanin, fait l'objet d'un autre texte, et si les régularisations des médias en tension, là aussi, font l'objet finalement de circulaires plus réglementaires et n'est pas inscrit dans la loi. Oui, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, je l'ai dit. Si les mesures du Rassemblement national sont soumises à ce texte, est-ce qu'on les vote? Oui. Mais encore une fois, ça n'est pas le cas pour l'instant. Et même dans la version du Sénat, qui apparaît comme une version plus durcie, c'est en réalité une version moins laxiste que celle qui a été proposée par la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Dans cette version du Sénat, il y a cet article 3 devenu 4 bis qui décharge en fait la régularisation des travailleurs sans papier, non pas comme un droit universel, mais à la charge des préfets. Moi, je l'ai dit depuis le départ, le Rassemblement national a une ligne rouge. S'il y a dans ce texte de loi des mesures administratives qui permettent d'aller un peu plus loin et un peu plus simplement dans la gestion de certaines procédures, nous voterons ces mesures. Si le texte dans son ensemble contient des mesures de régularisation des travailleurs clandestins, même au cas par cas par le préfet, même avec des conditions extrêmement encadrées. Parce que vous savez très bien que ce qui n'est pas, si on décide de le retirer du texte, ça passera ensuite par circulaire de la part du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, on a une ligne rouge. Ces lignes rouges, elles n'ont pas varié. Nous les avons indiquées depuis le départ. Et encore une fois, nous sommes les seuls à avoir, je crois, une forme de constance sur la question de l'immigration. Je le disais donc, vous avez évoqué, enfin pas vous, pas que vous, la dissolution de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, votre parti a ouvert en ligne une pétition pour appeler à la dissolution. Est-ce que vous savez, à l'heure où l'on se parle, combien de signatures elle a récolté? Ce sont des pétitions qui généralement marchent assez bien. Je ne suis pas venu avec les chiffres, mais je crois que les Français, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les sondages qui ont été publiés de la part de l'IFOP cette semaine, plus d'un Français sur 2 est favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense que quand on est président de la République, il est irresponsable
de garder un pays en l'état ingouvernable. Et à force d'utiliser le 49.3, Emmanuel Macron a oublié qu'il était minoritaire et qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que quand il y a une crise politique, c'est parfaitement sain que de revenir devant le peuple français. Quand on est confronté à un blocage, quand on est confronté à une obstruction de la représentation nationale ou du peuple français, ça a été vrai notamment lors de la réforme des retraites, alors on revient en démocratie devant celui qui constitue le seul souverain ultime, c'est le peuple. Et j'ai indiqué très clairement que le Rassemblement national était prêt non seulement à revenir aux urnes, mais éventuellement à assumer sa responsabilité si nous devions avoir une majorité en cas de victoire à ces élections législatives. Un sondage et d'aller à Matignon ce matin, si on vous proposait le poste de premier. C'est la conséquence logique et institutionnelle. Il y a un sondage ce matin qui nous donne en tête du premier tour de ces élections législatives. Oui, justement, en même temps, moi j'ai le sentiment que c'est un peu un grand bluff. C'est-à-dire que vous sortez la dissolution pour crédibiliser d'une certaine façon votre possible accession au pouvoir. Mais concrètement, il n'y a pas de sondage qui vous donne une majorité absolue. Et donc, si vous arriviez au pouvoir avec une majorité relative, même si vous doublez le nombre de vos députés, aujourd'hui vous en avez 89, même si vous en avez 160 ou 170, vous êtes encore à 100, au moins une centaine de la majorité absolue. Je ne vais pas être dans le détail. Donc en fait, vous nous promettez aussi une assemblée ingouvernable. Et donc vous voulez résoudre une question d'ingouvernabilité par une autre instabilité. Donc pour les Français, c'est pas non plus une solution. En revanche, jouer sur l'idée de la dissolution et tout, c'est d'abord une façon de dire nous serions prêts, je suis prêt. On entend, mais on n'est pas obligé d'être dupe. Avez-vous vu des sondages de second tour ? Parce que ça, ce sont vos projections. Non, moi je vois les sondages de premier tour. Les sondages de premier tour nous donnent 11 points de plus. 11 points de plus qu'il y a 1 an et demi en juin 2022. Nous avions fait 19% des voix aux élections législatives et 89 députés en juin 2022. Nous sommes donnés à 28%. Donc il est clair que si demain il devait y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, il y aurait, d'après les projections qui sont faites, moi je suis prudent avec les sondages, mais d'après les projections qui sont faites, une entrée massive de députés RN à l'Assemblée, la possibilité d'avoir une majorité absolue ou relative. Mais si nous devions avoir une majorité relative, tirons le fil, alors on irait chercher des alliés. Alors moi je pense qu'il y aurait, notamment chez les Républicains, des députés patriotes sincères. Combien ? Vous pensez à qui ? C'est rien. Vous pensez à qui ? Les discussions déjà commencées ? Écoutez, lorsqu'il y a eu le débat sur la réforme des retraites l'an dernier, pareil, à la même période, on a agité ce débat sur la dissolution et nous avions, encore une fois, face à un blocage, demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous le demandez à chaque fois. Moi, j'avais dit très clairement que les députés LR, qui, proches de nos idées, accepteraient de voter la censure du gouvernement et de faire tomber avec nous le gouvernement, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu. Que, en cas de dissolution, le Rassemblement national, et que j'en prenais la responsabilité, ne présenterait pas de candidats face à ces candidats des Républicains. Moi, je pense que si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous devrons mettre en place un gouvernement d'union nationale. Justement. Et dans ce gouvernement d'union nationale, il pourrait y avoir des gens qui ne viennent pas du Rassemblement national. Moi, je connais beaucoup de gens chez LR, aux Républicains, par exemple. Il peut y en avoir ailleurs, mais je vous donne un exemple, puisque là, on est sur une projection de l'Assemblée, qui, avec nous, veulent reprendre le contrôle en matière d'immigration. Vous pensez à qui, vous disiez ? Qui veulent la paix fiscale dans notre société, qui sont attachés au retour de l'ordre, du mérite, qui veulent la défense de nos frontières, qui veulent rendre le pouvoir au peuple et qui pourraient parfaitement demain travailler avec... Ils ne sont pas d'accord peut-être avec votre politique économique. Hein. Bon, on y reviendra. Mais discutons-en. Moi, je conteste aussi un certain nombre de leurs positionnements économiques. On y viendra. Mais je pense que sur la nécessité, par exemple, de baisser la fiscalité aujourd'hui, de baisser les taxes, on peut être d'accord. Sur la défense du nucléaire et sur la nécessité de refaire de la France un paradis énergétique pour nos entreprises, on peut être d'accord. Je pense que sur le retour de l'autorité dans la rue, à l'école, on peut être d'accord. Je pense qu'il peut y avoir des points de convergence. Et je pense surtout que quand le pays est confronté aux plus grandes tempêtes qu'il n'ait probablement jamais traversées sous la Ve République, alors il faut accepter de mettre de côté les quelques petites différences de boutique et différences partisanes pour l'intérêt général et l'intérêt des Français. François. Justement, sur le gouvernement, qui serait le vôtre si vous arriviez au pouvoir. Alors, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a présenté ce qu'il imaginait comme gouvernement du Rassemblement national. On l'écoute. On met qui au gouvernement ?
On met Monsieur De Fournas, ministre de la Mer, parce qu'il disait qu'il retourne en Afrique. Ça veut dire qu'on met Monsieur Odoul, ministre de l'Agriculture, qui demandait si la corde avec laquelle un agriculteur s'était pendu était bleu, blanc, rouge. On met Monsieur Angelman, maire de Hayange, ministre des Solidarités, qui a coupé l'électricité et l'eau au Secours populaire en plein hiver. On met Monsieur Rachid, ministre des Transports, parce qu'il aime bien faire des blagues sur Hitler quand il est dans des voitures allemandes. On met M. Jacobelli, ministre de l'Intérieur, parce qu'il insulte un député d'origine maghrébine de Racaille. Je peux continuer, la liste est longue. Par-delà l'ironie, qui est celle de... Oui, puis qui est assez... On se dit quand même... Il n'y a plus grand-chose, en fait. Pardonnez-moi, je voudrais préciser ma question. Au-delà de l'ironie, on se dit quand même que votre écurie n'est pas très garnie. Il y a quelques poids lourds au Rassemblement national. Un gouvernement, c'est 30 personnes qui ont une expertise, chacun dans le secteur qui devient sous leur responsabilité. Vous deviez mettre à profit cette législature, justement, pour les former. Où sont-ils ? Nous avons 88 députés à l'Assemblée nationale, un peu plus d'une centaine de parlementaires avec nos députés français, nos députés européens, nos sénateurs. Beaucoup de gens que les Français découvrent et que nous allons continuer à faire émerger. Ce texte que j'ai évoqué sur l'immigration comme celui sur les idéologies islamistes que Marine Le Pen a porté pendant la campagne présidentielle, il a été rédigé avec Jean-Paul Garot, qui est magistrat, qui a été député des Républicains, qui est aujourd'hui député européen RN, qui sera candidat à mes côtés lors des élections européennes, qui a fondé le parquet national antiterroriste et qui est un potentiel ministre de la Justice. Il y a Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, Hélène Laporte, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Laure Lavalette, Jean-Philippe Tanguy, Laurent Jacobelli, Philippe Ballard, des dizaines d'autres que les Français découvrent et qui font un travail remarquable dans leur circonscription. Vous estimez avoir aujourd'hui les compétences suffisantes où il vous faudra justement faire appel à vos alliés? Moi, je suis humble. On apprend tous les jours et on continue d'apprendre aux côtés des Français. Mais je pense que M. Véran devrait avoir beaucoup plus d'humilité. Parce que quand on a les résultats qu'on a en matière économique, quand on a un pays qui est aujourd'hui bloqué, quand on a le pire bilan sécuritaire de la décennie, s'agissant de la question de l'insécurité et de l'immigration, on est un peu humble. Et la multiplication des phénomènes de blocage, le désaveu de M. Darmanin à l'Assemblée nationale devrait appeler tous ces gens à la modestie, à l'humilité. Et je pense et à la démission également aussi. Et je pense qu'il paye aussi une arrogance incroyable. Je vais vous dire, je pense, et les Français le savent, que nous les défendons sincèrement, que nous avons dans notre projet, dans les textes extrêmement rigoureux que nous avons développés, que nous avons travaillé avec des spécialistes, des mesures qui répondent aujourd'hui aux attentes du pays. Pourquoi est-ce que M. Darmanin, qui a toujours été opposé à la suppression de l'aide médicale d'État, vient aujourd'hui reprendre la proposition du RN de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Moi, je vois que M. Attal, qui monte aujourd'hui dans tous les baromètres, monte en parlant comme nous. C'est très intéressant. C'est-à-dire que tous ces gens-là passent leur temps à nous combattre, mais dès qu'ils ont besoin de monter un peu dans les baromètres, ils reprennent mot pour mot ce que dit le Rassemblement national. Donc c'est très intéressant. On est le centre de gravité de la vie politique s'agissant des grandes idées que nous défendons. Je pense que nos idées sont majoritaires dans le pays. Je pense que nos solutions sont plébiscitées par de plus en plus de Français. Et je le dis et je le redis, si nous arrivons à la tête de l'État, nous serons prêts non seulement à gouverner, mais nous nous entourerons de gens qui ne sont pas forcément issus du Rassemblement national et qui veulent, avec nous, contribuer au redressement de notre pays. Il y en a aux Républicains, j'en connais, il y a des gens sincères dans tous les autres, dans la société civile qui travailleront avec nous. On a bien compris que vous étiez prêt à élargir votre famille politique. Et encore une fois, si nous arrivons au pouvoir, ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera, évidemment qu'il y aura beaucoup de gens que les gens identifient aujourd'hui comme étant des gens de mon mouvement politique, mais il y aura aussi évidemment, autour de moi-même et autour de Marine Le Pen, des gens qui viendront d'autres horizons. Jordan Bardella.